Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Mark Episkopos, chercheur au sein du programme Eurasie de l'Institut Quincy, pour discuter des relations entre les États-Unis et la Russie. Bienvenue dans l'émission. Ravi d'être ici. Merci de m'avoir invité. Vous avez récemment écrit plusieurs articles sur la possibilité d'un accord de paix, ainsi que sur la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, ce qui est évidemment d'une grande importance pour les deux parties, alors que le monde devient multipolaire. Je dirais même que c'est également préférable pour le monde dans son ensemble. Mais il semble que la fenêtre d'opportunité pour parvenir à un accord pacifique afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, ainsi que pour normaliser les relations entre les États-Unis et la Russie, soit en train de se refermer. Maintenant, je deviens de plus en plus pessimiste, car il semble que la guerre se terminera probablement soit par l'effondrement de l'armée ukrainienne, soit par l'effondrement de l'establishment militaire ukrainien, ce qui, à mon avis, aboutirait à une paix très difficile. Je suis donc heureux de voir qu'il y a un certain optimisme venant de personnes comme vous, George Beebe, et d'autres membres de votre excellent groupe de réflexion. Mais je m'intéresse donc aussi aux idées qui existent pour combler ce fossé immense entre les attentes concernant ce qu'une paix exige réellement, alors que l'on parle désormais de cesser le feu et que l'on constate à quel point les différentes parties sont éloignées. Je pense donc qu'un bon point de départ serait, selon vous, que faut-il pour parvenir à un accord de paix? Quelles sont, selon vous, les craintes et les attentes des différentes parties? Eh bien, merci, Glenn. C'est un processus difficile et complexe que, selon moi, beaucoup de personnes ont malheureusement simplifié en l'observant. Certains d'entre eux, je pense, sont des personnes bien intentionnées et sincères qui souhaitent voir ce conflit se terminer. Mais il y a une tendance regrettable à réduire ce qui se passe en Ukraine à une confrontation bilatérale entre la Russie et l'Ukraine. Si l'on part de ce postulat qu'il s'agit vraiment d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, où ils se battent l'un contre l'autre, et qu'il vaudrait mieux que les combats cessent, on passe à côté d'une grande partie de l'ensemble du problème. Car oui, c'est une guerre bilatérale entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a aussi un sens dans lequel il s'agit d'une confrontation entre la Russie et l'Occident qui se déroule sur le sol ukrainien. Mon point de vue a toujours été que ces deux aspects doivent être abordés simultanément afin que nous puissions parvenir à un règlement de paix durable et significatif. Cela ne signifie certainement pas qu'il faille sacrifier l'Ukraine. Et je pense que tout le monde est déterminé à aider l'Ukraine à obtenir le meilleur accord possible. En même temps, nous devons être réalistes quant à la situation actuelle, aux conditions sur le champ de bataille, à la situation difficile dans laquelle se trouve l'Ukraine. La Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. La Russie dispose d'un avantage considérable en termes de puissance latente, de ressources latentes. C'est une économie bien plus vaste, avec un bassin de main-d'œuvre bien plus important, etc., etc. Et la Russie conserve une supériorité en matière d'escalade sur l'Ukraine. Ce sont des facteurs réels que nous ne pouvons tout simplement pas inverser, peu importe la quantité de matériel que nous envoyons. En fait, la quantité de matériel que nous pouvons envoyer diminue rapidement. Ce n'est certainement pas ces sanctions secondaires contre la Chine et l'Inde qui vont changer la donne, car elles finiront par nuire davantage à l'Occident et aux États-Unis qu'à paralyser la machine de guerre russe. Nous pouvons approfondir les raisons pour lesquelles je pense cela, si vous le souhaitez. Mais pour rester un instant sur les négociations de paix, l'ensemble de ce qui est sur la table entre les négociateurs américains, russes et ukrainiens n'est pas quelque chose que je peux prédire. J'espère que les discussions seront aussi larges que possible,
et aborderont autant de domaines que possible. Économie, relations diplomatiques, négociations nucléaires. Je pense que tous ces liens doivent être établis pour que nous puissions parvenir à un véritable accord de paix. Ce n'est donc pas quelque chose que nous pouvons prénégocier ici. Ce que je peux vous dire, c'est que les Russes ont clairement fait savoir au cours des derniers mois de dialogue entre les États-Unis et la Russie, en partie à travers des conversations directes entre le président Trump et le président Poutine, et en partie grâce aux visites régulières de l'envoyé spécial Steve Witkoff. À ma connaissance, il sera à Moscou mardi pour poursuivre les discussions. Les Russes ont clairement indiqué qu'ils n'avaient aucune intention d'accepter un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Pourquoi? Eh bien, parce que vous demandez aux Russes de renoncer à leur principale source de levier qui se trouve sur le champ de bataille. C'est le fait, comme je l'ai dit, qu'ils sont en train de gagner. Vous leur demandez d'abandonner cela sans rien de concret en retour. Donc si la Russie accepte ce genre de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, qui peut être prolongé indéfiniment, vous acceptez une recette pour geler la guerre, d'une manière qui permet à l'Ukraine de poursuivre son adhésion à l'OTAN, qui permet aux forces de l'OTAN d'être stationnées en Ukraine, ou à des forces occidentales, ou à une coalition de volontaires composée des 3 pays E3, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, n'importe quelle formule de ce type. Et l'Ukraine est libre de renforcer son arsenal comme elle l'entend. Elle est libre de stationner sur son territoire des systèmes de frappe à longue portée capables d'atteindre Moscou et Saint-Pétersbourg. Parce que c'est tout l'enjeu. Si le cessez-le-feu est inconditionnel, alors il n'y a aucune restriction sur tout cela, et les Russes n'y consentiront tout simplement pas. Nous n'avons pas le levier punitif, pour forcer la Russie, pour contraindre le président Poutine à accepter ce type de cadre de fin de guerre. Il existe donc, je pense, cette croyance erronée chez certains que ce n'est qu'une guerre bilatérale et qu'elle devrait simplement se terminer. Et cette hypothèse nous conduit à une autre mauvaise supposition, à savoir que la guerre devrait se terminer par l'arrêt pur et simple des combats entre les deux parties. Ces deux mauvaises hypothèses s'alimentent et se renforcent mutuellement, nous empêchant de voir le tableau d'ensemble, le vrai casse-tête, de la manière de mettre fin à cette guerre. À savoir que, regardez, nous n'avons pas beaucoup de leviers négatifs, de leviers punitifs sur la Russie. Mais nous disposons d'un levier considérable en ce qui concerne d'autres choses que la Russie recherche et souhaite, en matière d'allègement des sanctions, en matière de réintégration de la Russie dans l'économie mondiale. Le président Poutine veut être retenu dans l'histoire comme l'homme qui a résolu la question de l'Ukraine en ce qui concerne les menaces pour la Russie provenant de l'Ukraine, des menaces occidentales. Mais il ne veut pas être celui qui a plongé la Russie dans une génération d'isolement. Et les Russes, j'étais à Moscou en mai, les Russes se considèrent à bien des égards comme des Européens. Les Russes se voient comme faisant partie de ce vaste héritage civilisationnel occidental. Et ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils seraient complètement coupés de l'accès aux marchés occidentaux, à la sphère culturelle occidentale. Tourisme, tout cela compte. Et tout cela constitue une véritable source de levier pour les États-Unis. Cela devrait donc être mis sur la table. Ensuite, il y a les questions nucléaires, la stabilité stratégique. L'architecture des accords de contrôle des armements mis en place après la fin de la guerre froide s'est en grande partie effritée et a disparu au cours des dernières décennies. Je pense qu'il est dans notre intérêt mutuel de relancer un dialogue productif sur la restauration de la stabilité stratégique en Europe, mais aussi de manière plus large. Il existe également de nombreux autres domaines potentiels. Le Moyen-Orient, vous savez, la Russie est le seul acteur majeur au Moyen-Orient à entretenir des relations relativement bonnes avec tous les autres acteurs de la région, les États arabes, l'Iran et Israël. Les relations entre la Russie
et Israël sont d'ailleurs plutôt bonnes. Et la Russie est en position d'être un acteur vraiment constructif en ce qui concerne l'objectif plus large des États-Unis d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. La coopération dans l'Arctique, vraiment, je veux dire, les opportunités sont innombrables et potentiellement attrayantes pour les deux parties. Tout cela devrait donc être pris en compte lorsque nous parlons de la manière de mettre fin à cette guerre. Car la Russie a très peu de raisons de s'arrêter si les seules questions abordées concernent la désescalade et la délimitation en Ukraine, la question territoriale et toutes les autres questions qui en découlent. Car si c'est le seul ensemble de sujets sur la table, alors il y a peu de choses que nous puissions offrir à la Russie que la Russie ne puisse obtenir par la force. Si la guerre se poursuit encore 6 mois, 1 an et demi, selon la quantité de matériel que nous envoyons, l'Ukraine est clairement sur une trajectoire d'effondrement militaire. Et alors la Russie sera libre d'imposer une sorte de scénario de capitulation, ce que personne ne souhaite, ni l'Ukraine ni l'Occident. Et en réalité, c'est un peu provocateur. Mais je pense qu'un tel scénario de capitulation ukrainienne créerait beaucoup de casse-tête pour la Russie, car la Russie ne veut pas conquérir toute l'Ukraine, ni annexer l'Ukraine. Cela poserait de nombreux problèmes, de nombreux défis en ce qui concerne les relations de la Russie avec le flanc est de l'OTAN et le risque de spirale d'escalade avec la Pologne et les États baltes. Cela conduirait à une situation désastreuse pour tout le monde. En réalité, il serait donc également dans l'intérêt de la Russie que la guerre s'arrête avant d'en arriver là, avant d'atteindre ce scénario de capitulation. Et la seule façon d'y parvenir, Glenn, c'est d'engager une discussion de grande ampleur, dont l'Ukraine fait partie, mais pas uniquement. Car l'Ukraine n'a pas nécessairement à être présente lors des discussions sur la stabilité nucléaire entre les États-Unis et la Russie. C'est une question bilatérale entre la Russie et les États-Unis. Il faut des discussions approfondies pour élaborer un accord cadre sur les règles du jeu, sur la manière dont les États-Unis et la Russie se font concurrence, mais aussi coopèrent dans des domaines d'intérêt commun. Et l'Ukraine devrait faire partie de ces sujets, mais elle ne devrait pas être le principal, l'unique ou l'enjeu existentiel. Car encore une fois, si nous concentrons tout là-dessus, sur la fin de la guerre, alors les négociations échoueront parce que nous avons tout simplement peu à offrir. Mais c'est l'ancienne maxime d'Eisenhower. Le président Eisenhower disait « Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, rendez-le plus vaste ». Et la façon d'élargir ce problème, c'est d'augmenter le nombre de sujets entre les États-Unis et la Russie. Ainsi, on crée de véritables incitations pour que la Russie joue le jeu et pour que nous puissions parvenir à un accord d'une certaine sorte. Et c'est une manière un peu longue d'en venir au cœur de votre question, à savoir, à quoi pourrait réellement ressembler cet accord? Encore une fois, personne ne peut pré-négocier cela, car ça dépend de tous les liens que nous créons dans d'autres domaines. Il suffit d'écouter les Russes, même brièvement, pour se rendre compte qu'ils prennent très au sérieux la question des menaces pesant sur la Russie depuis l'Ukraine ou depuis le territoire ukrainien. Alors, comment gérons-nous cette question? Eh bien, le premier ensemble d'accords qui, selon moi, doit être conclu concerne la neutralité de l'Ukraine et son statut de non-aligné. Ainsi, l'Ukraine ne peut pas poursuivre une adhésion à l'OTAN. Et en réalité, c'est quelque chose que nous avons concédé très tôt. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, l'a dit dès le début, mais il est important de l'inscrire noir sur blanc. Et les forces de l'OTAN ne peuvent pas être présentes en Ukraine.
Parce que, certainement, et en fait le président Poutine l'a mentionné à de nombreuses reprises, l'Ukraine n'a pas besoin d'être membre de l'OTAN pour accueillir des forces de l'OTAN sur son territoire. Et cela aussi est inacceptable pour la Russie. Et cela aussi doit être abordé dans le cadre d'un accord plus large. Donc, l'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN et l'OTAN ne peut pas être en Ukraine. Je pense que cela doit être l'élément fondamental de tout accord stable et durable. Bien sûr, nous ne devrions pas offrir cela unilatéralement sans rien obtenir en retour. Et à ce stade, la seule véritable victoire majeure que l'Ukraine peut obtenir de cette terrible tragédie qui dure depuis maintenant 3 ans et demi, c'est une voie vers l'adhésion à l'UE. Et la Russie a déjà indiqué qu'elle y était ouverte dans le cadre des discussions d'Istanbul de 2022. La Russie a donné son feu vert, déclarant explicitement qu'elle n'a aucune objection à ce que l'Ukraine poursuive son adhésion à l'UPMOMA. La rhétorique russe à ce sujet s'est durcie récemment, au cours des derniers mois, je dirais. Mais je pense tout de même que la fenêtre n'est pas fermée. Et c'est quelque chose que nous devrions obtenir comme concession de la part de la Russie dans le cadre de ce modèle de neutralité, ce modèle du traité d'État autrichien que nous envisageons pour l'Ukraine. Voilà pour la question des alliances militaires. Et d'ailleurs, je me dois de préciser que tout ce que nous disons, c'est que l'Ukraine devrait avoir une voie vers l'adhésion à l'UPER. Le fait de savoir si ou quand l'Ukraine deviendra membre de l'UPER est bien entendu une question entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et il existe tout un recueil de directives et de règlements appelés l'acquis communautaire qu'il faut respecter. C'est très complexe. Et, d'après ce que je peux voir, l'Ukraine est encore très loin de remplir toutes ces conditions. Mais cela, encore une fois, devrait être une affaire entre l'Ukraine et l'Union européenne. La Russie, quant à elle, devrait simplement déclarer qu'elle n'a aucune objection à ce que l'Ukraine suive cette voie européenne. L'autre élément concerne la question des garanties de sécurité. Car si l'on inclut la question de l'adhésion à l'UTOMEM et à l'OTAN dans ce type de paquet, et que l'on dit que l'on va échanger l'adhésion à l'OTAN contre l'adhésion à l'UPMOE, cela laisse ouverte la question de savoir comment l'Ukraine se défendra contre une éventuelle réinvasion russe à l'avenir. Et ici, c'est très difficile, parce que nous sommes confrontés à ce type de dilemme classique de sécurité dans les relations internationales, où toute mesure prise par l'Ukraine pour développer une capacité de dissuasion contre la Russie sera perçue par la Russie comme un geste potentiellement agressif. Cela nous conduit à une situation où la Russie aura beaucoup de mal à accepter que l'Ukraine développe sa propre dissuasion nationale, efficace et robuste. C'est pourquoi les Européens parlent beaucoup du modèle du port épique d'acier pour la dissuasion ukrainienne. Je suis très sceptique quant au fait que les Russes accepteraient cela. I'm very skeptical that the Russians would agree to that. And creative solutions are needed to Des solutions créatives sont donc nécessaires pour sortir de cette impasse. Bien sûr, les drones jouent un rôle majeur dans la conduite de cette guerre. C'est très important. Et je pense que les Russes comprennent qu'on peut fabriquer des drones dans son garage, qu'on peut en acheter sur Alibaba. Il n'existe vraiment aucun moyen de réguler le nombre de drones dont dispose l'Ukraine, ce qui constitue un énorme avantage pour elle. Il y a aussi les armes défensives, comme les mines, dans lesquelles l'Ukraine investira certainement massivement, notamment dans les zones où une avancée russe est possible, au nord-est, à l'est et peut-être dans certaines parties du sud-est. Mais cela laisse ouverte la question des systèmes d'armes lourdes. Chars de combat principaux, avions de chasse, systèmes de défense aérienne, systèmes de missiles, tout cela. Ma proposition pour nous aider à contourner ce dilemme sécuritaire est donc la suivante. Pourquoi ne pas mettre en place un système de stock d'armes hors site, qui serait entreposé dans différents pays européens, mais pas en Ukraine même?
et ces armes ne seraient pas ukrainiennes. Ce seraient des armes européennes qui seraient prêtées ou louées à l'Ukraine en cas de possible future réinvasion russe. Il y a beaucoup à dire, mais je résume ici pour gagner du temps. Une réinvasion russe déclencherait une période de consultation de 24 à 48 heures. Si le conflit n'est pas résolu dans ce délai, alors les stocks, qui comprendront des systèmes de missiles, des F-16, des chars Léopard, des chars Abrams et d'autres véhicules blindés d'infanterie lourde, tout cela, les stocks seront déverrouillés et leur contenu sera envoyé en urgence à l'Ukraine afin d'aider l'armée ukrainienne à se défendre contre une réinvasion russe. Une fois l'invasion terminée, ces armes seront restituées au stock et de nouveau sécurisées. Des mécanismes de vérification seront mis en place en temps de paix pour collaborer avec les Russes afin de garantir que ces armes ne sont pas transférées à l'Ukraine, de sorte que les Russes aient un certain degré de confiance dans le fait que ces armes sont purement défensives et que ces stocks ne deviendront une menace pour la Russie qu'en cas de réinvasion russe. Mais ils n'ont rien là. C'est donc essentiellement une idée créative pour nous aider à contourner le dilemme de sécurité, car cette proposition garantit que l'Ukraine dispose d'un véritable mécanisme pour se défendre, d'une manière qui n'augmente pas réellement la puissance offensive ukrainienne ou occidentale contre la Russie. J'ai eu de bonnes discussions à ce sujet avec mes homologues ukrainiens, ainsi qu'avec mes homologues russes. J'ai vu de nombreux signaux positifs, indiquant que c'est une proposition que les gens sont prêts à examiner à des niveaux assez élevés, et cela a été très encourageant à constater. Mais c'est ce type de réflexion créative qui nous aidera à sortir de ce dilemme de sécurité et à offrir à l'Ukraine des garanties raisonnables quant à sa capacité à se défendre, tout en répondant également aux préoccupations de la Russie, préoccupations que la Russie est certainement en position de faire valoir, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec les perceptions de menace de la Russie, mais la Russie dispose néanmoins d'un pouvoir qui s'apparente à un droit de veto sur beaucoup de choses que l'Ukraine peut faire dans un contexte d'après-guerre, simplement en raison des dynamiques de pouvoir entre la Russie et l'Ukraine. Pour moi, ce sont là les principaux éléments d'un accord. Ensuite, il y a toute la question de la surveillance d'un cessez-le-feu. Comment le surveiller? Comment le faire respecter? Y a-t-il un rôle pour l'ONU ou d'autres institutions multilatérales? Tout cela me semble secondaire par rapport à la question principale, qui est la question sécuritaire et la question territoriale, qui est également très difficile. Je serais ravi d'en discuter aussi. Je trouve la proposition d'adhésion à l'UE intéressante, parce que, comme je l'ai dit, George Peby a mentionné la même chose, juste pour que les Ukrainiens obtiennent quelque chose en retour. Parce que la façon dont cette guerre va se terminer, que ce soit sur le champ de bataille ou par la diplomatie, ce sera une défaite très humiliante pour les Ukrainiens. Donc s'il y a une sorte de lot de consolation, quelque chose qu'ils peuvent obtenir, je pense que l'UE serait une bonne option. Le problème, c'est que plus cette guerre dure, plus il sera difficile que cela se produise. Pour, je suppose, 2 raisons. Comme vous l'avez suggéré, du point de vue russe, étant donné que l'Union européenne évolue d'un projet économique vers ce qu'elle appelle un projet géopolitique, cela rend l'acceptation difficile pour la Russie, mais aussi pour les États membres de l'Union européenne. Plus l'Ukraine est détruite, et plus ses infrastructures sont endommagées chaque jour, plus il sera difficile pour des pays comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Pologne d'accepter de payer la facture et d'essayer de hisser l'économie ukrainienne au niveau des normes de l'UE. Ce sera donc un projet très coûteux si l'Ukraine est complètement détruite.
De plus, je pense qu'il y a un problème au sein de l'UE, car depuis 30 ans, nous répétons ce mantra selon lequel la Russie n'a pas de droit de veto sur ce que font l'Ukraine, l'OTAN ou l'UBE. Essentiellement, depuis la guerre froide, le projet a été de créer une Europe où la Russie n'a pas de place à la table. On dit toujours que la Russie ne devrait avoir de droit de veto sur rien. Mais nous apprenons lentement, je pense, que si nous ne donnons pas à la Russie un droit de veto dans les institutions, elle utilisera la force pour imposer son veto. Mais c'est quelque chose de très difficile à accepter pour les Européens. L'ambiance est très hystérique, même pour reconnaître qu'il existe un dilemme de sécurité, car les Européens ont vraiment, je suppose, adopté l'idée que l'OTAN n'a jamais posé de problème, que la Russie allait très bien, et que tout cela relevait uniquement de l'Empire, du rétablissement de l'Union soviétique. Donc encore une fois, cela aurait été non provoqué. Voilà le problème. Tout le monde devait en quelque sorte répéter ces slogans pour avoir une place légitime dans les médias et au sein du gouvernement. Ainsi, chacun s'est enfermé dans une position très étrange, et il y a désormais très peu de marge de manœuvre. Mais bien sûr, je pense qu'il est important de traiter la question du dilemme sécuritaire. Il semble cependant que ce conflit comporte 3 niveaux. Évidemment, l'aspect principal est géopolitique. L'Ukraine étant attirée dans l'orbite de l'OTAN, ce qui déclenche un immense dilemme sécuritaire avec les Russes. Le deuxième concerne les questions bilatérales, désormais entre l'Ukraine et la Russie également. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Et le troisième est interne, au sein de l'Ukraine. Étant donné qu'ils ont une minorité russophone importante, la dérussification, qui s'est accentuée avec la guerre, a entraîné une réduction de la liberté linguistique, des droits politiques et des droits religieux, donc sur toute la ligne. Donc, tout cela doit en quelque sorte être intégré dans un grand accord. Est-il possible de tout faire en une seule fois, ou faudrait-il conclure un accord Russie-OTAN? Au fond, il semble que ce sont les Américains et les Russes qui doivent vraiment parvenir à un accord. Si vous parvenez à mettre en place les éléments majeurs, les autres pourraient peut-être suivre. Y a-t-il une volonté politique aux États-Unis d'aller aussi loin? Parce que, comme je l'ai dit, cela nous obligerait à revenir sur ce que nous affirmons depuis 30 ans, à savoir que, vous savez, cette expansion de l'OTAN n'est pas plus néfaste pour les Russes. Donc cela implique aussi un coût politique important à Washington, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas. Et je suis content que vous ayez soulevé cette question du fait que les Russes protestent contre la politique de l'OTAN depuis des décennies. Et notre réponse a été « faites avec. Vous n'avez pas de droit de veto. L'OTAN fera ce qu'elle veut. » Et d'une certaine manière, Poutine a unilatéralement et efficacement mis fin à la politique de la porte ouverte de l'OTAN en envoyant un signal à tous les autres pays de la région, Arménie, Géorgie, Moldavie, sur ce qui arrivera si vous suivez cette voie. Nous viendrons, nous vous frapperons à coups de massue, et vous vous souviendrez de la douleur pendant des décennies, voire des générations. Et c'est une solution, bien que plutôt peu élégante, à cette question de l'élargissement de l'OTAN. Maintenant, la question est de savoir ce qui se passera après Poutine. Cette menace de la force russe est pertinente et prégnante dans le contexte politique actuel. Mais que se passera-t-il dans les décennies à venir, si ou lorsque le paysage politique en Russie change? Je pense donc que la Russie a toujours un intérêt, malgré le fait qu'elle utilise évidemment son pouvoir de coercition pour dissuader ses pays voisins de poursuivre une intégration dans les structures de sécurité occidentales. Je pense que la Russie a intérêt à parvenir à une forme d'entente avec l'OTAN elle-même et avec les États-Unis eux-mêmes sur cette question, sur l'élargissement de l'OTAN et sur l'ensemble plus large des règles, les règles du jeu, concernant la manière dont les relations entre la Russie et l'Occident
doivent être organisées, non seulement pour l'année à venir, mais pour les décennies à venir. Et je pense que les Russes ont un véritable intérêt à s'engager de manière productive avec nous, avec les États-Unis, sur ce sujet. Et vous avez tout à fait raison de dire que ce sera un effort à long terme. Ce ne sont pas des questions qui peuvent être négociées en une semaine, ni même en un mois. Nous parlons d'une entreprise à long terme, d'un dialogue qui devra avoir lieu par divers canaux entre la Russie et les États-Unis, mais aussi entre la Russie et l'Union européenne à terme, même si l'Union européenne, bien sûr, n'est actuellement pas disposée à discuter de quoi que ce soit avec la Russie, et également entre la Russie et l'OTAN. Toutes ces strates devront être établies et menées simultanément, les unes par-dessus les autres, sur une période prolongée. Il s'agit de relancer un dialogue à long terme sur un ensemble de questions géopolitiques fondamentales qu'il est, à mon avis, dans l'intérêt de tous d'aborder. Et nous parlons de concessions. Maintenant, il s'agit, je suppose, dans un sens technique, d'une concession à la Russie de dire que l'OTAN ne s'élargira pas. Mais en réalité, si nous empruntons cette voie, nous faisons tout autre chose. Nous faisons quelque chose qui est dans l'intérêt de l'Amérique. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique d'étendre le parapluie de sécurité américain à la Moldavie, à l'Arménie ou à la Géorgie. Cette question, à mon avis, est profondément idéologique. Et cela a été un projet idéologique pour beaucoup à Washington, de poursuivre ce concept d'une Europe entière, libre et en paix, ce qui signifie, selon eux, une Europe entièrement unie sous l'Union européenne et peut-être à terme sous l'OTAN. Et je pense que cette politique a été très coûteuse et profondément contre-productive pour les véritables intérêts américains. Les intérêts américains sont donc, selon moi, bien mieux servis en traçant une ligne claire et en excluant la possibilité d'une expansion horizontale. L'intégration verticale est une autre question. Et je pense qu'il y a beaucoup plus que l'OTAN peut faire. Nous pouvons parler de l'européanisation de la défense européenne et du fait que l'Europe soit capable de jouer un rôle plus autonome dans sa propre défense. Mais en ce qui concerne l'expansion horizontale, cette région n'est vraiment pas aussi vitale pour les intérêts américains que l'Indo-Pacifique ou même que certaines parties du Moyen-Orient. Il n'y a aucune raison réelle pour que l'Amérique se batte contre la Russie, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour n'importe lequel de ces autres pays, Azerbaïdjan, Arménie, Moldavie, Asie centrale. Et il est avant tout dans l'intérêt des États-Unis de trouver une autre manière de s'engager dans la région. C'est-à-dire que nous voulons de bonnes relations avec tout le monde. Nous voulons commercer avec l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie, bien sûr. Nous voulons avoir des relations culturelles et sociales. Tout cela. Et nous encourageons ces pays à entretenir de bonnes relations avec l'Union européenne. Mais il n'y a aucune raison d'étendre le parapluie de sécurité occidentale à cette région, car cela alimente une spirale d'escalade avec la Russie. Cela crée les conditions d'un autre conflit majeur potentiel avec la Russie, et nous n'en retirons rien en retour. Les États-Unis ne tirent aucun bénéfice de l'expansion de leur parapluie de sécurité de cette manière. Donc, d'une certaine manière, dire non à une nouvelle expansion de l'OTAN est une concession à la Russie. Mais d'un autre côté, nous faisons quelque chose que nous aurions dû faire depuis longtemps. Et nous faisons quelque chose qui, à mon avis, est clairement dans l'intérêt de l'Amérique. Car la question de fond dans tout cela est comment pouvons-nous nous recentrer? Comment pouvons-nous reconsidérer nos priorités concernant notre posture sur le flanc et de l'OTAN et plus largement en Europe, afin de pouvoir détourner notre attention vers d'autres théâtres qui sont plus urgents pour les intérêts américains? L'avenir du monde ne se jouera pas sur le contrôle d'une partie du sud-est de l'Ukraine. L'avenir du monde se décide dans l'Indo-Pacifique et dépendra de l'évolution de la relation entre les États-Unis et la Chine.
Et cela, je pense, mobilisera beaucoup de nos ressources, beaucoup de notre attention politique, beaucoup de nos moyens de défense. Et cela doit vraiment être notre unique priorité directrice, pour que nous puissions véritablement opérer un pivot vers l'Asie. Car cela fait maintenant des décennies que nous parlons d'un pivot vers l'Asie, et cela ne s'est pas produit. La seule façon pour nous de véritablement nous tourner vers l'Asie est d'atteindre une situation stable sur le flanc est de l'OTAN. Une partie de la solution passe par la dissuasion, mais la dissuasion sans engagement est une recette pour l'escalade. Donc oui, l'Europe doit se défendre et investir davantage dans sa défense. Mais en même temps, il doit y avoir un dialogue de sécurité significatif avec la Russie afin de prévenir les spirales et de s'accorder sur un format où nous ne faisons pas que nous concurrencer, mais où nous coopérons aussi dans des domaines d'intérêt commun. Tout cela doit faire partie de la discussion plus large concernant la fin de la guerre en cours, mais aussi la prévention d'un futur point de tension dans une autre partie de l'Europe de l'Est. Par exemple, la Biélorussie. Ce que j'ai apprécié dans l'article, cependant, c'est l'accent mis sur le fait que des armes européennes sont stockées en Europe et pourraient potentiellement être envoyées en Russie. Encore une fois, ce n'est pas une solution parfaite, mais cela élimine certains problèmes et difficultés, surtout pour la Russie. Mais cela me ramène un peu à ce que tu disais tout à l'heure à propos des commentaires de Hegseth il y a quelques mois, lorsqu'il a essentiellement exposé les trois choses, en reconnaissant les trois choses que les Russes voulaient. Donc, d'abord, il a reconnu que l'Ukraine devrait être neutre, donc pas d'OTAN. Encore une fois, il pourrait être difficile d'obtenir un soutien politique pour cela. Et cela soulève aussi des questions sur ce que signifie réellement la neutralité. Parce que je pense que ce que nous avons vu depuis 2014, ou du moins ce que je pense avoir été la conclusion de l'administration Bush en 2008, lorsque les Européens ne voulaient pas pousser le plan d'action pour l'adhésion, c'est que cela ne doit pas forcément être tout ou rien. Vous pouvez procéder à cette intégration progressive de l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN, en devenant un membre de facto de l'OTAN avant la formalité, de sorte que l'engagement formel ne soit plus qu'une étape mineure ou un simple obstacle. Ainsi, la portée de ce que recouvre la neutralité pourrait être très difficile à définir, surtout avec les Européens, qui semblent toujours penser que l'Ukraine pourrait un jour rejoindre l'OTAN. Du moins, c'est le discours que nous entendons de ce côté-ci de l'Atlantique. La question territoriale pourrait également trouver certaines solutions. Je veux dire, quelle quantité de territoire l'Ukraine doit-elle reconnaître? La totalité? Il y a ici, au moins, une certaine marge de manœuvre. Et je pense, du moins, c'est l'impression que j'ai, qu'il y a des personnes à Moscou qui reconnaissent que pour des territoires qu'ils ne contrôlent même pas encore, il doit y avoir une certaine flexibilité. Et je suppose qu'ils ont laissé une marge de manœuvre s'il y a un possible accord à la table. Mais peut-être que le domaine le plus difficile en termes de dilemme de sécurité serait celui des garanties de sécurité, car cela touche à la question de la neutralité. Et encore une fois, le cœur du dilemme de sécurité est le suivant. Est-ce à des fins défensives ou offensives? Ainsi, disposer d'une énorme quantité de missiles qui pourraient ensuite être rapidement livrés à l'Ukraine si nécessaire, semble susceptible de créer des problèmes dans de nombreux domaines. L'un d'eux serait que ces missiles doivent être gérés par des soldats américains ou de l'OTAN pour frapper la Russie. Cela serait presque considéré comme une légitimation d'une attaque de l'OTAN contre la Russie. Mais aussi, si ce dispositif existe, il y aurait peut-être une incitation pour l'OTAN, si à l'avenir elle en ressent le besoin, à réduire la puissance des Russes. Elle disposerait alors de cette armée ukrainienne presque prête
qu'il suffirait d'armer à la dernière minute. Encore une fois, du point de vue russe, ils verraient là un potentiel offensif. Et enfin, si les Ukrainiens voulaient un jour reprendre les territoires perdus, quelle que soit leur motivation, ils auraient intérêt à relancer le conflit s'ils savent qu'il y a des milliers de missiles prêts à être expédiés, qu'ils pourraient utiliser par exemple contre Moscou. Donc, j'imagine que, puisque la Russie est en train de gagner, comme vous l'avez dit, et que nous devons convaincre la Russie que cet accord est préférable à la possibilité pour elle d'imposer ses conditions par une victoire militaire, comment pourrions-nous surmonter ces problèmes clés, le potentiel offensif de l'OTAN? Rien que d'en discuter en Europe est très difficile, car nous sommes presque obligés de présenter l'OTAN comme une alliance défensive à chaque fois que nous partons en guerre. L'idée qu'il existe un dilemme de sécurité, que nous sapons leur sécurité, qu'ils sapent la nôtre, est en quelque sorte écartée. Cela relève presque aujourd'hui de la désinformation, voire de la propagande russe. Alors, comment aborder la question de ces dépôts d'armes pour qu'ils ne soient pas utilisés à des fins offensives? Eh bien, vous savez, il n'existe pas de solution parfaite. Même l'adhésion à l'OTAN n'est pas une solution parfaite. Vous pouvez demander à n'importe quel Estonien ou Letton, il y a beaucoup d'inquiétudes dans ces pays quant à savoir si l'OTAN ou les États-Unis se battraient réellement contre la Russie pour eux. Donc vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Nous devons faire avec les compromis et les choix difficiles qui s'offrent à nous aujourd'hui. Je pense donc qu'il faudrait établir très clairement que ce stock d'armes ne sera débloqué qu'en cas de réinvasion russe. Il ne sera pas débloqué si l'Ukraine décide de son propre chef de reprendre des territoires perdus. Maintenant, cela exige-t-il une reconnaissance de jure par l'Ukraine de tous les territoires? Ma réponse est non, car il existe des précédents de différents territoriaux stables qui peuvent être résolus diplomatiquement et pacifiquement par le dialogue sur le long terme. Chypre en est un exemple. Et bien sûr, je pense qu'il serait extrêmement difficile politiquement pour tout dirigeant ukrainien de reconnaître ces territoires de manière juridique. Je ne suis pas un expert de la politique ukrainienne, mais je ne suis pas certain que ce soit envisageable politiquement pour l'Ukraine. Maintenant, en avril, nous nous sommes rapprochés d'un format très intéressant avec le cadre proposé par Steve Witkoff pour un cessez-le-feu, où les États-Unis reconnaîtraient légalement la Crimée comme russe afin de préparer le terrain à une amélioration significative des relations entre les États-Unis et la Russie et à la levée de nombreuses sanctions imposées à la Russie depuis 2014. Le reste serait alors reconnu de facto. Et comme tout juriste international vous le dira, il existe en termes juridiques une reconnaissance de facto ou une occupation de facto. Cela peut conduire à une situation stable si nous mettons en place certaines garanties. L'une de ces garanties doit être de communiquer très clairement au président Zelensky et à tout futur dirigeant ukrainien que ces armes sont purement destinées à des fins défensives, pour aider à repousser une éventuelle réinvasion russe qui aurait lieu sur les territoires contrôlés par l'Ukraine après l'entrée en vigueur d'un accord. Les territoires que vous ne contrôlez pas après l'entrée en vigueur d'un accord ne sont pas couverts par cette garantie de sécurité, et les stocks ne sont pas destinés à être utilisés à cette fin. Ensuite, concernant votre remarque sur les frappes en Russie, c'est, je pense, une préoccupation évidente du côté russe. Et il faudra instaurer des limites quant à l'utilisation de ces armes. Il doit être clairement indiqué que ces armes sont strictement destinées à des fins défensives et ne doivent pas être utilisées pour quoi que ce soit qui pourrait provoquer une escalade sérieuse entre la Russie et l'Occident. Certaines unités de l'armée ukrainienne seront formées à l'avance
à l'utilisation de ces armes, de sorte qu'aucune opération occidentale ne sera nécessaire. So that no Western operation will be required beyond intelligence sharing. Au-delà du partage de renseignements et des actions que nous menons déjà, car bien sûr, comme nous le savons tous, beaucoup de ces systèmes de missiles ne peuvent tout simplement pas être utilisés sans données, sans informations en temps réel fournies par les armées occidentales. C'est tout simplement la réalité du fonctionnement de cette technologie. Si l'on regarde les HIMARS, les ATACMS, les missiles Storm Shadow, il doit y avoir un partage de renseignements occidental pour que ces armes soient utilisées efficacement. Mais puisque c'est nous qui partageons les renseignements, nous pouvons choisir de ne pas en fournir pour des frappes sur Moscou ou sur Saint-Pétersbourg. Cela relève entièrement de notre compétence, puisque c'est nous qui fournissons l'aide. Par conséquent, nous avons le droit d'imposer des limites à l'utilisation de cette aide. Et je pense que cela devrait être communiqué à la Russie dans le cadre de cet accord. L'autre aspect de cette proposition, et je l'ai mentionné dans mon article pour Responsible Statecraft qui expose cette proposition, est que toute attaque russe contre les stocks eux-mêmes serait considérée comme un acte de guerre contre le pays hôte, la Roumanie, la Pologne, le Danemark ou tout autre pays qui choisirait de participer à cette initiative. Cela constituerait un motif pour activer l'article 5. Il s'agit simplement d'éliminer toute tentation de la part de la Russie de lancer une sorte de frappe préventive contre ces stocks avant une éventuelle réinvasion. Si l'on considère la question dans son ensemble, et pardonnez cette digression historique, mais je suis après tout historien de formation, si l'on regarde les accords de Minsk en 2014 et 2015, je trouve très intéressant que ces accords aient essentiellement été imposés sous la menace des armes russes. La Russie disposait d'énormes avantages et était libre d'imposer pratiquement toutes les conditions qu'elle souhaitait. Or, le format de Minsk ne mentionnait rien concernant des visées territoriales russes sur l'Ukraine. En réalité, il s'agissait d'un modèle pour la fédéralisation de l'Ukraine, pour le retour de Donetsk et de Luhansk sous contrôle ukrainien, dans le cadre d'un gouvernement ukrainien fédéralisé. Et pour moi, cela nous apprend plusieurs choses. La première, c'est que la principale préoccupation de la Russie a toujours été d'empêcher l'Ukraine de basculer dans l'architecture de sécurité occidentale. Cela a toujours été l'objectif. L'objectif n'a jamais été simplement de s'emparer de plus de terres ukrainiennes. Et je pense que cela nous en dit long sur ce que la Russie rechercherait dans cette négociation. Cela devrait être un signal pour les négociateurs américains, pour la Maison-Blanche, que cette focalisation sur le territoire, dans la mesure où la Maison-Blanche considère le territoire comme la seule question majeure, est mal placée. Au lieu de cela, nous devons examiner les questions de sécurité plus larges qui nous ont menés à ce point, qui ont provoqué cette crise aiguë entre la Russie et l'Occident. Bien sûr, le territoire est important et ne peut être dissocié de ce qui se passe. Mais réduire tout cela à une question de territoire, c'est ne pas voir la forêt pour les arbres. Et cela nous empêchera d'aboutir à un règlement stable et significatif. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il est certainement une erreur de considérer le territoire comme la cause, plutôt que comme le symptôme ou la conséquence de cette guerre. C'est intéressant cependant, si les armes sont placées en Europe, cela pourrait être présenté à l'Ukraine comme étant en réalité bénéfique, car il serait mieux défendu et hors de portée pour la Russie. Ou du moins, le coût pour la Russie de détruire des armes ukrainiennes en Europe serait bien plus élevé que de les détruire en Ukraine, notamment en raison du risque de déclencher l'article 5. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si je peux imaginer s'il y avait une guerre directe entre les États-Unis et le Mexique. Qu'un accord de paix impliquerait que la Russie et la Chine promettent de fournir massivement des armes au Mexique, des missiles pour frapper Washington, si le conflit devait reprendre.
Il serait difficile d'imaginer que cela soit acceptable pour les États-Unis, surtout si les États-Unis étaient en train de gagner la guerre. Encore une fois, ce n'est pas un exemple parfait, mais comme vous l'avez dit, il n'existe pas de solution parfaite ici. Donc, je pense que de la même manière, l'exigence russe, selon laquelle l'Ukraine devrait se démilitariser complètement, réduire son armée et se rendre totalement sans défense, je pense qu'à un certain niveau, ils doivent aussi reconnaître qu'il existe désormais un dilemme sécuritaire. Oui, peut-être que ce dilemme a été déclenché par l'avancée de l'OTAN vers l'Est, mais maintenant, de toute évidence, l'Ukraine a toutes les raisons du monde d'avoir très peur de la Russie. S'il n'y a ni armes, ni sécurité, cela pourrait aussi amener au pouvoir à Kiev des forces politiques très inquiétantes. Donc, j'imagine que les Russes devraient aussi faire des concessions. Mais je voulais vous interroger sur les Européens, car vous vous concentrez sur les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, qui sont, je suppose, les trois acteurs les plus importants de ce conflit. Mais en Europe, la volonté de mettre fin à la guerre, eh bien, il y a très peu de volonté. Et comme vous l'avez suggéré, l'Amérique aimerait que cette guerre se termine pour pouvoir se recentrer sur l'Asie. Mais ici, en Europe, j'ai l'impression que nous ne voulons pas que la guerre se termine pour cette raison précise. Si la guerre se termine, l'Amérique quitte l'Ukraine. Elle quitte aussi l'Europe. Je pense que la poursuite de cette guerre est un moyen d'ancrer les États-Unis sur le continent. En effet, la récente débâcle de notre accord commercial n'aurait pas non plus abouti, d'après l'aveu même de l'UE Mebel, si ce n'était pas pour la question de la sécurité. Ils disent que ce n'est pas une question économique. Nous devons lier les Américains à l'Europe, nous assurer qu'ils ne partent pas. Or, je pense que c'est une chose insensée à tenter. L'Amérique devra poursuivre ses propres intérêts, et son intérêt pour l'Europe n'est tout simplement plus la priorité qu'il était autrefois. Mais comment voyez-vous le rôle de l'Europe dans tout cela? Parce qu'ils ne veulent pas que l'Amérique parte, au point que nous sommes prêts à continuer et à prolonger la guerre. Eh bien, écoutez, je pense que la crise en Ukraine est inextricablement liée à notre posture plus large en Europe. Et vous avez tout à fait raison de dire que les Européens utilisent cela comme une sorte de prétexte pour nous maintenir en Europe. Ce qui me semble, en réalité, à la fois à courte vue et insensé de leur part. Car ils devraient investir dans leur propre défense. Ils devraient renforcer leurs propres capacités. Dans la mesure où d'énormes quantités d'armes européennes sont envoyées en Ukraine, cela compromet la préparation militaire de l'Europe elle-même pour une cause qui ne peut pas être gagnée, pour prolonger une guerre dont l'issue, et vous savez, tout est déjà écrit, malheureusement, pour l'Ukraine et pour l'Occident. Il doit donc y avoir une approche mêlant incitation et pression dans la manière dont nous traitons avec l'Europe, à mon avis. Nous devons rassurer les Européens sur le fait que nous ne nous retirons pas complètement, que le parapluie nucléaire américain continuera de protéger l'Europe. Et cela constitue une part importante de l'article 5, les armes nucléaires américaines. Nous souhaitons effectivement que les Européens dépensent davantage pour leur défense, mais cela peut se faire en collaboration avec des entreprises américaines. Il peut y avoir des investissements conjoints. Il peut y avoir des projets mutuellement bénéfiques pour aider les Européens à développer une certaine capacité d'autonomie. Lier tout cela à une vision de la victoire ukrainienne, comme malheureusement beaucoup d'Européens l'ont fait, me semble profondément contre-productif. Et je pense que nous devrions le faire savoir très clairement, et j'espère que c'est le cas, que l'Europe n'obtiendra pas ce qu'elle souhaite de notre part en prolongeant ce conflit.
Et mon propre avis, et je sais qu'il existe différentes approches à ce sujet, mon propre avis est que les Européens essaient clairement de prolonger le conflit. C'est on ne peut plus évident à travers toute la rhétorique que nous avons entendue jusqu'à présent. Et l'engagement européen continue envers le mantra du président Biden aussi longtemps qu'il le faudra. On entend encore les dirigeants européens répéter aussi longtemps qu'il le faudra. Cette phrase affreuse et vide de sens, qui est en réalité très cruelle envers l'Ukraine, car nous n'avons jamais précisé aussi longtemps qu'il le faudra pourquoi. Et l'Ukraine est saignée à blanc. Elle est privée d'un avenir, de la possibilité de devenir un pays prospère, florissant et souverain dans un contexte d'après-guerre par des politiciens européens cyniques qui considèrent qu'il est dans leur intérêt que la guerre dure encore une année, un mois, une semaine de plus. Et cela, je pense, doit être dénoncé et condamné très fermement. Maintenant, nous devons, à mon avis, donner aux Européens des assurances raisonnables que l'Europe reste un partenaire de sécurité important, que la garantie de l'article 5 demeure absolument solide. Nous ne revenons pas sur les engagements fondamentaux de l'article 5, même si l'article 5 lui-même, il y a ici des nuances qui, selon moi, méritent d'être examinées. Mais néanmoins, en même temps, à mon sens, la capacité de l'Europe à vraiment saboter un accord, s'il y a un accord sur la table entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, est très limitée. Car comme nous l'avons vu ces dernières semaines avec les négociations sur les droits de douane entre le président Trump et Ursula von der Leyen, nous avons un levier colossal sur l'Europe. Et l'Europe a très peu de levier sur nous. And Europe has very little leverage over us. By us, I mean the United States. So if there is, Par nous, j'entends les États-Unis. Donc s'il existe un véritable accord que les Russes sont en principe prêts à accepter et que les Ukrainiens sont également prêts à accepter, je pense qu'il serait très difficile pour les Européens d'exercer une sorte de veto là-dessus. Même avec le cadre d'avril pour un cessez-le-feu, les Européens n'étaient pas satisfaits et les Ukrainiens non plus. Mais les Ukrainiens, et c'est ce que j'ai entendu de la part des personnes à qui j'ai parlé, ont en gros accepté le cadre d'Istanbul pour un cessez-le-feu en avril. Et les Européens n'ont alors eu d'autre choix que de l'accepter eux aussi. Et ce sont les Russes qui ont fini par torpiller l'accord en raison de leurs réserves, estimant que cela ne répondait pas pleinement à leurs préoccupations en matière de sécurité. Je partage cela pour souligner que oui, les Européens sont un acteur dans cette équation. En réalité, il ne s'agit pas d'un triangle, il ne s'agit pas seulement de la Russie, des États-Unis et de l'Ukraine. Il s'agit de la Russie, des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Europe. Bien sûr, ce conflit se déroule en Europe, mais la capacité de l'Europe à influencer les modalités de la fin de la guerre est en réalité très limitée. Si nous nous engageons sérieusement à impliquer les Russes et les Ukrainiens dans l'élaboration d'un compromis significatif et substantiel, comme je l'ai décrit avec nombre de mes collègues, alors les Européens se verront présenter un fait accompli qu'il leur serait très difficile de rejeter. Je ne minimise pas la capacité de l'Europe à jouer un rôle d'obstruction, mais je m'inquiète aussi du fait que nous nous cachions derrière l'Europe pour justifier l'absence de règlement. Le cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours a été proposé par nous. Ce n'était pas une initiative des Européens, c'était notre idée. Et nous portons, vous savez, une grande part de la responsabilité. Je ne veux pas parler de blâme, car le président Trump a fait beaucoup pour mettre fin à cette guerre. Mais il est certain que cette approche s'est révélée improductive. La balle est dans notre camp. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'obstructionnisme européen pour expliquer la stagnation des négociations. Nous avons, je crois, nous les États-Unis, tous les outils pour parvenir à un règlement significatif et viable. Et j'espère que nous redoublerons d'efforts pendant cette fenêtre d'opportunité qui s'offre à nous.
Et je pense d'ailleurs que cette fenêtre se rétrécit dans ce laps de temps dont nous disposons pour régler cette guerre. Oui, je pense que c'est possible. Et je pense que ce n'est pas seulement dans l'intérêt des Américains, c'est en réalité dans l'intérêt des Européens, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et un dernier point, l'Europe a souffert économiquement à une échelle colossale à cause de cette guerre, et l'ampleur totale des dégâts subis par les économies européennes depuis 2022, à mon avis, n'a pas encore été pleinement comprise par les Américains, car il est difficile pour nous, de l'autre côté de l'Atlantique, de saisir à quel point le niveau de vie européen, britannique, allemand, français a chuté, à quel point l'inflation a été forte, à quel point l'histoire a augmenté. Et la question de l'énergie, pour moi, est au cœur du problème. Les États-Unis ont intérêt à vendre leur GNL à l'Europe. Nous avons intérêt à exporter davantage d'énergie vers l'Europe. Et Trump a été très clair à ce sujet. Mais la réalité, c'est que nous n'avons tout simplement pas assez d'énergie pour répondre aux besoins énergétiques de l'Europe. L'Europe est un marché immense et elle n'a pas d'autres fournisseurs capables de compenser l'énorme déficit laissé par la Russie. Parce que, vous savez, l'Azerbaïdjan, aucun de ces pays ne peut fournir à l'Europe l'énergie dont elle a besoin pour continuer à faire croître son économie et à rester un acteur économique productif. Donc, je pense qu'une partie du règlement doit être, et cela, encore une fois, relève purement de l'intérêt européen, une sorte de réinitialisation des relations énergétiques entre la Russie et l'Europe. Les Allemands se sont acharnés à bloquer Nord Stream 2, à rendre impossible la relance de Nord Stream 2. Je pense que c'est une décision très à courte vue et imprudente, et nous ne pouvons pas être plus européens que les Européens eux-mêmes. Si les Européens veulent suivre cette voie autodestructrice, alors, d'une certaine manière, il y a peu de choses que nous puissions faire. Mais j'ai proposé, et j'ai été l'une des premières personnes à le proposer il y a longtemps. Je l'ai proposé déjà sous l'administration Biden. Pourquoi ne pas simplement acheter Nord Stream 2? Pourquoi une entreprise américaine n'achèterait-elle pas simplement une participation majoritaire dans Nord Stream 2? De cette façon, l'énergie russe continue d'affluer vers l'Europe et une entreprise américaine en tire profit. Ainsi, nous ne sommes pas nécessairement en concurrence avec la Russie en tant que fournisseur d'énergie, mais nous collaborons avec la Russie dans une entreprise économique mutuellement bénéfique qui est également dans l'intérêt de l'Europe. Donc, les Européens ont peur d'acheter de l'énergie russe pour diverses raisons. On a beaucoup entendu parler de ce chantage énergétique russe, et personnellement, je suis assez sceptique quant à ce concept. Autant que je sache, et corrigez-moi si je me trompe, Gazprom a toujours été très fiable dans le respect de ses contrats, et je n'ai pas vu la Russie utiliser l'énergie comme une arme de cette manière, du moins pas avant 2022. Mais si les Européens ne sont pas à l'aise avec l'achat d'énergie russe, alors travaillons avec les Russes sur ce projet commun afin que les Européens achètent de l'énergie russe via un gazoduc appartenant aux États-Unis entre la Russie et l'Europe. Il existe donc toutes sortes de solutions créatives pour sortir les Européens de cette impasse économique dans laquelle ils se trouvent. Et j'espère que les Européens collaboreront avec nous pour y parvenir. Oui, cela pourrait être un peu trop optimiste. J'ai eu un débat ici avec notre ancienne ministre des Affaires étrangères et de la Défense, et le débat était censé porter sur « Je suggérais que nous devrions relancer la diplomatie et ne pas envoyer d'armes. » Elle disait que nous ne devrions pas avoir de diplomatie et qu'il fallait envoyer des armes. Et il n'y a pas eu de débat. C'était juste une explosion hystérique sur le fait que toute diplomatie ou toute réduction des livraisons d'armes est de la propagande et sert la cause russe. Ils se sont donc engagés très profondément dans leur soutien à cette guerre.
commitment to this war. Donc, oui, cela pourrait être. Oui, vous avez suggéré une bonne solution pour simplement tenir les Européens à l'écart de la table, tout en les maintenant impliqués d'une autre manière, mais j'imagine en isolant leur capacité de nuisance. Mais vous avez dit, avec l'accord de Witkov, les Ukrainiens étaient plus ou moins d'accord, mais que les Russes en voulaient davantage. J'avais juste 2 questions à ce sujet. Qu'est-ce que les Russes ne pouvaient pas accepter? Qu'est-ce qui manquait pour les Russes? Et comment en est-on arrivé à passer de cet accord de Witkov à Washington, qui parle maintenant d'un cessez-le-feu inconditionnel, ce qui, eh bien, il était très évident que cela ne serait jamais acceptable pour les Russes. Cela ne traite absolument pas des causes profondes de cette guerre. Oui, ce sont de très bonnes questions. Pour nous ramener en avril, il y avait 2 projets de traité avec la Russie sur la table. Il y avait la proposition Witkov, qui impliquait la reconnaissance de jure de la Crimée comme territoire russe, la reconnaissance de facto de toutes les autres provinces, un allègement massif des sanctions pour la Russie et des garanties unilatérales données par les États-Unis que l'Ukraine ne deviendrait pas membre de l'OTAN. C'étaient les grands points en discussion à ce moment-là. Mais il y avait aussi une version européenne de cette proposition, à laquelle les Britanniques avaient largement contribué, avec les Ukrainiens eux-mêmes. Et cette proposition était très différente. Elle n'offrait pas ces assurances concernant l'OTAN. Elle n'impliquait pas de levée immédiate des sanctions. Au lieu de cela, il a été dit que l'on pourrait peut-être lever certaines sanctions à un moment futur, après la fin de la guerre, et lorsque la Russie aurait démontré sa bonne volonté, tandis que la proposition Witkov prévoyait la levée des sanctions presque immédiatement. Et puis, l'élément majeur, je pense que le véritable point de blocage, c'est que la version européenne ukrainienne de cette proposition n'interdisait pas explicitement le stationnement de troupes occidentales en Ukraine. Et cela, comme nous le savons, constitue une ligne rouge claire pour la Russie. C'est, à mon avis, la raison pour laquelle les Russes ont finalement estimé que leurs préoccupations en matière de sécurité n'étaient pas suffisamment prises en compte. Ainsi, la proposition Witkov et la proposition européenne ont fini par être en quelque sorte fusionnées ou partiellement fusionnées à un certain moment, et il est devenu difficile de distinguer l'une de l'autre. Et malheureusement, nous n'avons tout simplement pas eu ce suivi diplomatique qui nous aurait permis d'aller jusqu'au bout. Mais je crois fermement que la proposition Witkov comportait de très bonnes idées qui devraient être au cœur de toute future négociation avec les Russes, en particulier ce type de format hybride. Pour la reconnaissance de facto, je pense que Witkov tenait quelque chose en poursuivant ce cadre. Donc pour moi, c'est tragique à bien des égards, car nous étions sur la bonne voie. Mais il a simplement manqué ce dernier élan pour nous permettre de franchir la ligne d'arrivée. Et pour répondre à votre autre question, je dirais que l'administration souhaite vraiment mettre fin à cette guerre. Cela dure maintenant depuis un semestre, et un sentiment croissant de frustration se fait sentir. Au départ, la frustration était dirigée contre Zelensky, et nous en avons vu le point culminant lors de la confrontation dans le bureau ovale entre le président Trump et le président Zelensky. Par la suite, cette frustration s'est de plus en plus tournée vers le Kremlin, car nous cherchons en quelque sorte à savoir qui fait obstruction ici. Au début, nous pensions qu'il s'agissait de l'Ukraine. Désormais, on pense que c'est la Russie. L'idée de cesser le feu, à mon avis, est à nouveau motivée par cette notion selon laquelle il s'agit d'un conflit bilatéral portant sur le territoire et sur la manière de délimiter correctement les frontières dans un contexte d'après-guerre. En ce sens, malheureusement, nous avons vraiment fait un pas en arrière par rapport à là où nous devrions être.
Au lieu d'aborder ces questions plus larges, qui sont au cœur des raisons pour lesquelles cette guerre a commencé, et de la façon dont elle devrait se terminer, nous revenons à discuter de la manière d'arrêter immédiatement les combats. Comment surveiller un cessez-le-feu? Comment tracer? Comment geler le conflit? Pour moi, ce n'est pas une approche productive ou prometteuse. Les Russes ont à plusieurs reprises montré qu'ils n'étaient pas disposés à coopérer pour un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Et il va falloir aller au-delà si nous sommes vraiment sérieux, et je pense que nous le sommes, quant à mettre fin à cette guerre de manière viable et efficace. Encore une fois, la fenêtre d'opportunité est ouverte, je pense, en ce moment, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Et j'espère vraiment voir une nouvelle initiative diplomatique autour d'un accord-cadre qui nous éloigne de ce discours sur les cessez-le-feu inconditionnels. Car les cessez-le-feu conditionnels sont certainement quelque chose que les Russes sont prêts à envisager. Mais dire simplement aux Russes, vous devez arrêter de vous battre, et si vous ne le faites pas, nous allons imposer d'énormes sanctions à l'Inde et à la Chine pour avoir fait des affaires avec vous, et nous allons envoyer plus d'armes à l'Ukraine. Ce n'est pas, selon moi, une véritable ni une prometteuse recette pour mettre fin à cette guerre. Parce que je vais juste vous donner un bref aperçu de la situation. Si vous regardez les sanctions de Lindsey Graham que nous envisageons actuellement de mettre en œuvre, proposées par le sénateur Lindsey Graham, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit la Chine et l'Inde acceptent de ne pas acheter de pétrole russe, auquel cas cela aurait des effets massivement déstabilisateurs sur les marchés mondiaux de l'énergie. Et le prix du pétrole fluctuerait. Il connaîtrait une hausse spectaculaire. Cela aurait un effet extrêmement contre-productif sur ce que nous essayons de faire, à savoir priver la Russie des ressources nécessaires pour mener cette guerre. Ou bien la Chine et l'Inde pourraient payer les droits de douane, auquel cas, comme nous l'enseigne l'économie de base, si elles payent ces droits, alors les prix à la consommation aux États-Unis augmenteront considérablement, car les producteurs chinois et indiens se heurteront à cet énorme obstacle pour faire des affaires avec les États-Unis. Et cette barrière se traduira par des prix plus élevés pour les consommateurs américains. Donc, quelle que soit la voie choisie, cela se retournera contre l'économie américaine. Et il me semble que le président Trump est d'accord avec cela. C'est pourquoi, ces derniers jours, lorsqu'on l'a interrogé sur les sanctions, le président Trump a dit assez explicitement qu'il ne croyait pas que les sanctions seraient efficaces, mais que nous nous retrouvions en quelque sorte obligés d'agir parce que nous avons nous-mêmes imposé ce délai à la Russie et nous avons maintenant réduit ce délai de 50 jours à 10 ou 12 jours. Et cela doit expirer, je crois, le 8 août ou quelque chose comme ça. Nous sommes maintenant dans une situation où l'inquiétude est que la Maison-Blanche devra prendre une mesure punitive, une mesure de représailles contre la Russie, afin de sauver la face. Et cela rendra encore plus difficile la poursuite des discussions à l'avenir. Nous devons donc, et je pense que c'est encore possible, sortir de cette mentalité qui consiste à obtenir un accord à court terme en faisant cesser les combats entre les deux parties, et plutôt considérer cela comme le problème systémique et plus large que c'est. Oui, les 10 jours. Je pense qu'on oublie souvent dans l'analyse qu'il y a aujourd'hui beaucoup de colère qui monte en Russie parce qu'ils ont non seulement constaté qu'ils étaient en sous-effectif et privés de ce foyer européen commun après la guerre froide, avec l'expansion de l'OTAN, mais aussi ce qu'ils considèrent comme la trahison des accords de Minsk. Et encore une fois, si l'on veut comprendre, je suppose, pourquoi les Russes n'accepteraient pas les accords de Minsk, pas l'accord de Witkow, c'est parce qu'ils craignent que tout accord ne soit qu'un autre accord de Minsk.
c'est-à-dire geler le conflit, gagner du temps pour remplir l'Ukraine d'armes, entraîner son armée, puis reprendre le combat plus tard dans de meilleures conditions. Les Russes craignent qu'on ne leur vende des promesses en l'air, qu'on leur présente toutes ces choses attrayantes simplement pour les inciter à arrêter de se battre, et qu'ensuite, rien de tout cela ne se concrétise. Le défi aujourd'hui, le principal défi diplomatique, consiste donc à montrer aux Russes que nous sommes sérieux quant à un engagement soutenu et à long terme. Pas pour devenir les meilleurs amis du monde, ni des alliés, mais pour améliorer de manière significative les relations entre les États-Unis et la Russie, ainsi qu'entre la Russie et l'Occident, là où des opportunités d'amélioration existent et où ces opportunités sont à notre avantage mutuel. Cela implique un travail diplomatique sérieux et de longue haleine. Nous pouvons réaliser de véritables progrès à court terme, mais en réalité, il s'agit d'un processus qui s'étendra sur toute la durée de la présidence de Trump. Et, si le succès est au rendez-vous au-delà de celle-ci. Oui, je suis d'accord, car ces dernières années, tout ce qu'on entend, c'est saigner la Russie, défaite stratégique de la Russie, détruire, démanteler. Et maintenant, on parle tranquillement d'envahir Kaliningrad, qui fait, encore une fois, partie de la Russie. Et toute cette escalade, ce sabotage de la paix, il y en a tellement. On se concentre souvent sur le fait que nous ne faisons plus confiance aux Russes et sur notre colère. Mais c'est très réciproque, en réalité. Il y a beaucoup de ressentiments qui s'accumulent, et aussi un manque de conviction qu'il soit possible de réellement trouver un accord avec nous. Mais encore une fois, je pense que c'est nécessaire et que cela s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. Si ce n'était que l'Ukraine, ce ne serait qu'une bataille dans une guerre plus large, à mon avis, car des tensions similaires vont alors émerger, notamment en Géorgie, mais aussi en Moldavie. Mais comme vous l'avez dit auparavant, l'Arctique, la pression sur Kaliningrad, il existe de nombreux moyens de raviver les tensions, et il pourrait être très tentant de notre côté, c'est-à-dire du côté de l'OTAN, de réutiliser l'Ukraine comme un instrument pour faire pression sur la Russie ou la punir. Donc je pense vraiment qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les Russes voudraient en finir et trouver un règlement politique plus large. C'est pourquoi il est très frustrant de voir, comme vous l'avez dit, tout ce travail qui nous attend afin d'aboutir à cet accord plus large pour résoudre une architecture de sécurité européenne défaillante. Au lieu de cela, nous parlons d'un cessez-le-feu inconditionnel. Et inconditionnel semble être un mot merveilleux. Mais tout ce que cela signifie, c'est que nous n'allons en réalité traiter aucun des problèmes politiques, ce qui est extrêmement frustrant. Mais oui, nous en sommes là. Merci beaucoup pour votre temps. Je suis très heureux que certaines personnes consacrent un travail réel et sérieux à la nécessité de la paix. Comme je l'ai commencé à le dire, si nous n'y parvenons pas, il me semble assez évident que cela se terminera par une victoire russe. Mais je pense que ce sera une paix très laide, car elle pourrait même ne pas servir les intérêts russes si elle déstabilise l'Europe de façon trop importante. Donc, encore merci. Merci beaucoup. Et oui, je mettrai un lien vers l'article dans la description et j'indiquerai où les gens peuvent également vous retrouver. Eh bien, vous pouvez me trouver sur X simplement en cherchant mon nom. J'écris beaucoup pour Responsible Statecraft, qui est la branche éditoriale du Quincy Institute. Vous pouvez également retrouver mes articles dans The American Conservative et dans d'autres médias qui me publient. Merci encore. Merci. Thanks again. Thank you.